Bonjour. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis Colombine Bartholomé, je suis en première année à MIVEGEC à l'IRD. Je réalise ma thèse avec Nicolas Moirou et Émilie Boussiera, et c'est dans le cadre du projet V2MOC de Florence Flournet. Et donc, j'étudie le risque vectoriel lié à la végétalisation des villes en Occitanie. Et comme l'a dit Thibaut, je vais vous présenter un rapide état des lieux des connaissances par rapport à cette problématique et quelques aspects méthodologiques qu'on a mis au point. Donc tout d'abord, une petite introduction très très rapide sur l'urbanisation, du coup qui est croissante depuis les années 1960. Donc essentiellement au niveau au niveau de l'Amérique du Sud, de l'Asie du Sud-Est et des pays du nord du Maghreb. Donc en 2007, on a une population urbaine mondiale. Enfin, on a 50% de la population mondiale qui vit en ville et selon les Nations Unies, d'ici 2050, on vivrait plus de 70% de la population mondiale qui vivrait en ville. Cette urbanisation n'est pas sans effet donc, au niveau de la santé. Elle entraîne des troubles de la santé mentale et également de la santé physique, comme les maladies cardiovasculaires. La destruction des écosystèmes induit également une diminution de la biodiversité. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a également les phénomènes d'îlots de chaleur qui sont de plus en plus présents. Donc pour faire face à cela, comme on en a parlé précédemment, la végétalisation paraît comme une solution idéale pour répondre à différents objectifs. Donc déjà pour rétablir les écosystèmes, réaugmenter la biodiversité, diminuer ces effets liés aux îlots de chaleur, diminuer également la pollution lumineuse et la pollution sonore, et également améliorer la santé, que ce soit d'un point de vue de la santé mentale et de la santé physique. Cependant, la végétalisation peut amener également certains risques qui sont mal appréhendés, notamment tout ce qui est le risque vectoriel. Quand on parcourt la littérature, en effet, on remarque différents cas qui ont été référencés. Donc, si on commence par le cas de la dengue, par exemple, en 2014, à Tokyo, il y a eu une épidémie qui était située dans le parc de Yoyogi. De même, par rapport à la leishmaniose, entre 2009 et 2012, à Madrid, il y a eu une augmentation anormale des cas de leishmaniose humaine. Et on a constaté que cela était dû à cause d'une densité trop importante de lièvres qui s'étaient retrouvés dans les parcs urbains et qui provenaient en fait du milieu périurbain et qui avaient envahi la ville via les trames vertes. Par rapport aux maladies des plantes, donc, quand on parcourt la littérature, on ne trouve pas vraiment de référence par rapport à ces risques existants. Par contre, en tout cas autour de Montpellier, il y a certains agriculteurs qui sont particulièrement inquiets pour savoir si les plantes ornementales aux villes ne pourraient pas servir de réservoir pour les hôtes ou pour les maladies, pour les exploitations agricoles qui sont à l'extérieur de la ville. Et enfin, c'est un cas qui est un peu plus connu, c'est les cas d'éthique dans les parcs, qui sont de plus en plus présentes, notamment à cause des différentes trames vertes. Donc quand on voit ces différents cas, en fait, on est en droit de se poser la question de qu'est-ce qu'il en est réellement en fait, des connaissances qu'on trouve dans la littérature. Donc je vais vous présenter tout d'abord les résultats qu'on a par rapport aux tiques, par rapport aux moustiques, excusez-moi, puis par rapport aux tiques et enfin par rapport aux vecteurs des plantes. Et d'abord, on va faire un point rapide du coup sur l'épidémiologie en France et en Occitanie par rapport à ces différentes maladies. Donc en Occitanie, en 2022, on a recensé 5 foyers autochtones de dengue. À proximité de notre région, en Aquitaine, on a recensé un cas autochtone du virus Uzutu, qui est un virus qui est transmis par le moustique Culex. De même, par rapport à la maladie de Lyme, qui est de plus en plus présente en France, en Occitanie. Donc là, c'est pas très bien représenté sur la carte, mais c'est anciennement du coup Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, où il y a une incidence qui est comprise entre 25 et 100 cas pour 100 000 habitants. Et enfin, par rapport aux maladies des plantes, en Occitanie, on a la maladie qui s'appelle la Charcadie prunus, qui est due à un plumepox virus qui atteint essentiellement du coup les arbres fruitiers à noyaux, et qui est dû, et le vecteur est le puceron. Donc par rapport à ces différents états des lieux qu'on peut avoir dans la littérature, je vais tout d'abord vous présenter les effets que peut avoir la végétalisation urbaine sur les moustiques, donc par rapport à la diversité. Donc, si on prend en compte la taille et la connectivité des différents espaces urbains en ville, excusez-moi, par rapport aux différents espaces urbains en ville, on constate qu'il y a une corrélation qui est positive entre la taille des parcs, leur connectivité et la diversité des espèces.
C'est ce que montre donc cet article Medeiros Sousa en 2017 lorsqu'il a étudié la diversité des espèces des moustiques capturés dans les parcs urbains à Sao Paulo. Ensuite, ce que l'on constate également, c'est que la diversité et l'abondance de chacune de ces espèces varie en fonction des années, également en fonction des mois et en fonction du climat. C'est ce qu'a montré Kirik dans son étude du coup en Estonie, à Tartu, dans les moustiques qui ont été capturés également dans les milieux végétalisés urbains. Et ces différentes espèces doivent faire face à des phénomènes de prédation et de compétition qu'il est important de prendre en compte. Donc après, la question se pose, là je vous ai parlé de la diversité des espèces, c'est-à-dire de l'abondance des moustiques qui peut être influencée par cette végétalisation urbaine. Donc il y a une méta-analyse qui a été réalisée en 2022 par Rhodes, justement pour étudier l'effet des espaces verts et des espaces bleus urbains sur l'abondance des moustiques. Donc il a recensé 18 articles, et donc en fait ce que l'on constate, c'est que l'effet est assez complexe et semble dépendre de l'écologie de chaque espèce. Donc en effet là, si on remarque sur ce schéma, on constate que pour la majorité des espèces, on n'a pas d'effet très net, si ce n'est pour Aedes aegypti, où on constate qu'il y a une corrélation négative entre son abondance et les espaces verts urbains. Pour Aedes albopictus, on remarque que le résultat semble dépendre, et donc c'est justement un des moustiques qui va nous intéresser particulièrement de par sa colonisation en France métropolitaine. Et donc si on se focalise sur Aedes albopictus, parmi les différents articles en fait, que l'on parcourt, son abondance est soit plus élevée dans les espaces végétalisés urbains, soit est similaire. Mais lorsqu'on essaie de comparer ces différentes études pour voir ce qui pourrait expliquer cette variabilité, en fait, c'est assez compliqué. Tout d'abord parce que c'est réalisé à des localisations géographiques qui sont très différentes, avec des climats différents. De plus, l'échelle d'étude et la caractérisation des espaces végétalisés est très différente. Parfois, on a juste une classification très générale entre parc, pas parc, parc, zone résidentielle. Parfois, ça va être des catégories de classification du sol, par exemple. Et quelquefois, ça va être beaucoup plus détaillé et on va avoir des indices de la télédétection. Donc si on essaie, certains articles essaient d'expliquer cette augmentation potentielle du coup d'Aedes albopictus dans les espaces végétalisés. Cela peut être dû à une modification des gîtes de ponte, donc soit par une augmentation de leur nombre, soit une modification de leur attractivité. Et c'est Gartner et al. Qui montrent dans son étude en 2013 que cela pourrait être dû également à une modification de la composition de l'eau des gîtes larvaires qui pourrait permettre un meilleur taux de survie des larves. Et enfin, ce couvert végétal pourrait créer un microclimat favorable du coup, à la survie d'Aedes albopictus, notamment lors de phénomènes de très forte chaleur. Et ce couvert végétal pourrait également servir du coup, de lieu de repos pour cette même espèce ou pour d'autres espèces. Donc, quelque chose aussi qui ressort de ces articles, c'est que la végétalisation pourrait modifier le comportement trophique du coup, de ces moustiques en favorisant la prise de repas sucrés et également en modifiant le comportement trophique, notamment en amenant de nouveaux hôtes qui n'étaient pas présents en ville précédemment. Donc, maintenant, je vais vous parler des tiques. Donc, la présence des tiques dans les espaces verts urbains est positivement corrélée, et cela est essentiellement dû à l'arrivée et à la disponibilité de nouveaux hôtes. Donc c'est ce qu'on peut voir sur ce schéma qui a été réalisé par Eilen en 2019 dans son étude. Il montre bien que les mammifères du coup, provenant du milieu périurbain, grâce à la connectivité et les couloirs verts liant les milieux périurbains aux milieux végétalisés urbains en ville, permet l'arrivée de nouveaux hôtes et donc également l'arrivée des nouvelles tiques. Toujours pour cette disponibilité des hôtes, et c'est ce qui ressort également des articles que nous avons parcourus, on constate que selon le type de végétation, on ne va pas trouver les mêmes tiques ni leurs mêmes abondances. C'est ce qui ressort du coup dans ce graphique de Di Luca réalisé en 2013 du coup, dans un parc à Rome. Et enfin, maintenant, je vais vous parler très rapidement des maladies vectorielles végétales et de l'impact des espèces végétalisées sur celles-ci. En fait, on a très peu d'articles à ce sujet. Et par exemple, si je prends le cas de la maladie de Wang Langbing en Floride, on a des études à ce sujet qui sont également difficilement comparables, étant donné que dans ces deux études, ce n'est pas le même hôte qui est étudié. Et donc, on rejoint un peu la conclusion qui a été réalisée sur les moustiques.
Donc, ce qui ressort de cette revue bibliographique, c'est tout d'abord un effet positif des espaces végétalisés sur la présence des tiques. Enfin, pour les moustiques, cela semble dépendre de l'écologie, de la localisation géographique, de la période et de l'échelle de l'étude. Pour les vecteurs des plantes, il est difficile de conclure étant donné le peu nombre d'études. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une grande variabilité de la caractérisation du végétal et également une grande variabilité dans la méthode qui est utilisée, notamment pour les analyses. On peut aller d'une simple description à quelques tests statistiques ou encore à la réalisation de modèles prédictifs. Et de plus, il y a souvent l'association avec d'autres facteurs, que ce soit des facteurs climatiques ou des facteurs socio-économiques qui sont parfois des facteurs confondants. Donc, le projet V2MOC, qui est porté par Florence, où s'occupe d'étudier la végétalisation des métropoles en Occitanie et des possibles impacts sur les maladies vectorielles. Donc, il a deux objectifs. Tout d'abord, d'appréhender à l'échelle de Montpellier et de Toulouse les possibles impacts de la végétalisation sur la production des risques liés à l'émergence des maladies à transmission vectorielle sur les trois santé, c'est-à-dire santé humaine, animale et végétale, et enfin de réfléchir à des solutions qui permettraient de prévenir ces risques. Donc, il est composé de 3 work packages, et ma thèse s'inscrit dans le deuxième work package, c'est-à-dire la modélisation de ce risque vectoriel. Donc, notre problématique initiale, c'est comment la végétalisation urbaine influence ce risque vectoriel, et en fonction de ce que l'on a vu dans la littérature, on a décidé de répondre à cette question-là, c'est comment la diversité, l'abondance et le comportement des vecteurs pourraient être influencés par cette végétalisation urbaine. Donc on a 4 objectifs. Tout d'abord, de réaliser un état des lieux des connaissances, de réaliser un système d'information géographique pour étudier ce risque vectoriel, enfin d'étudier l'influence des espèces végétalisées sur la diversité, l'abondance et le comportement des différents vecteurs, et enfin d'essayer de prédire ce risque. Donc on a décidé d'étudier 3 systèmes vectoriels. Donc, pour le premier, on va essentiellement se centrer sur le vecteur qui sera Aedes albopictus. On a choisi un autre modèle sur lequel on va se centrer sur le vecteur et l'agent pathogène qui sont les tiques. Et enfin, un modèle plus général, c'est celui dont je vous ai parlé précédemment, c'est la Charca des Purunus, transmis par le puceron. Donc, pour répondre à cette question, on va avoir une approche qui est exploratoire. Comme vous l'avez compris, il y a peu de résultats à ce sujet. Et donc, on a ces différentes étapes. Tout d'abord, de réaliser un plan d'échantillonnage ciblé et le plus reproductible possible, de collecter et d'analyser des données entomologiques, environnementales et climatiques sur le terrain, de collecter également ces données-là, et en plus avec des données sociodémographiques à très fine échelle, soit issues de bases de données nationales ou de télédétection, et enfin de réaliser différents types de modèles. Donc là, je vais vous parler rapidement du plan d'échantillonnage qu'on a mis en place sur Montpellier. Donc, la première étape a été de réaliser une typologie des différents espaces végétalisés. Donc, on a réalisé cette typologie en se basant sur l'appartenance des parcs, c'est-à-dire si c'était public ou privé, et de plus en fonction de leur fonction. Donc, on l'a réalisé en se basant sur les données qui étaient accessibles du coup sur l'Open Data de Montpellier. Donc, on a une classification de 10 types d'espaces, et on a décidé de se centrer pour un premier temps seulement sur 3 types d'espaces végétalisés, donc les parcs et les squares, les espaces urbains naturels et les jardins pavillonnaires privés. Donc finalement, on s'est centré sur les jardins pavillonnaires et sur les parcs urbains. Donc par exemple, pour les parcs urbains, on a réalisé une présélection en fonction de 3 critères. Tout d'abord, il devait être en milieu urbain, il devait y avoir des types de végétation différents et, si possible, avoir déjà un inventaire de faune et de flore existantes. Donc, on a essentiellement retenu le jardin des plantes. Et donc, je vais vous présenter rapidement comment on a prévu du coup de réaliser notre plan d'échantillonnage au sein du jardin des plantes. Donc là, sur cette carte à droite, on positionnera donc 4 VG sentinelles de manière en fonction des différents types d'espaces végétalisés qu'on peut trouver sur dans le jardin des plantes. Donc là, sur la carte, ils sont positionnés de manière aléatoire. Et on positionnera également 16 BG sentinelles à l'extérieur du parc, donc en espace urbain. Du coup, dans 4 zones situées chacune à 50 mètres. Donc on a la première zone située à 50 mètres autour de la bordure du parc, puis à 100, 150 et puis 200 mètres. Et l'idée est de positionner chaque BG sentinelle à la localisation la plus proche et dans les lieux les plus sûrs, du coup, au niveau de l'intersection entre les transects et les zones de contrôle. Donc l'idée est de les mettre dans des cours d'immeubles ou dans des espaces publics afin d'éviter de se les faire voler.
Donc pour les collectes des moustiques, notre période de collecte, ce serait de mi-avril à octobre. On aurait environ 20 BG sentinelles par zone récoltées toutes les 24 heures pendant 72 heures. Simultanément, on aurait un relevé de température et d'humidité relative avec des catalogueurs. On aurait également des ovitraps en place dans différents endroits relevés toutes les semaines. Des resting box, c'est-à-dire c'est des gîtes de repos qu'on aurait fabriqués et qui seraient aspirés également pour essayer de collecter du coup, les moustiques en phase de repos. Et enfin, il y aurait une potentielle identification des gîtes larvaires. Si différents moustiques seraient identifiés et comptés afin d'étudier leur abondance et leur diversité, disséqués afin d'étudier leur stade physiologique et d'estimer leur longévité, et enfin les repas sucrés et sanguins seraient analysés afin d'étudier leur comportement trophique. Pour l'éthique, on utiliserait les mêmes sites d'études. Pour la collecte, on utiliserait la technique du drap, en demandant également une participation des cliniques vétérinaires aux alentours, et on utiliserait l'application de sciences participatives CITIC, avec une recherche également des agents pathogènes. Autour du coup, de nos pièges, on réaliserait également un relevé faunistique pour essayer de déterminer les hôtes, et floristique également, notamment peut-être en utilisant l'application PlanteNet. Enfin, on réalisera du coup un système d'information géographique, donc composé de données environnementales et paysagères, de données climatiques et de données socio-économiques. Donc je vous laisse lire les différents types du coup, de variables qu'on aurait identifiées, qui sont peut-être plus ou moins réalisables aussi. Donc, par exemple, pour la typologie des espaces verts, on en a réalisé une première, sauf que ce sont des données qui ne sont pas standardisées. Et donc l'objectif serait d'en réaliser une à partir de données standardisées et, entre guillemets, plus universelles. Donc on aurait également besoin de déterminer la présence de la végétation par rapport à tout ce qui est, par exemple, la connectivité entre les espaces verts. Cela dépendra fort de, de ce que l'on veut étudier et de la détermination de cet indice. Je me dépêche. Donc, de même pour la hauteur de la végétation. Et pour les données climatiques, notre objectif serait d'avoir des données climatiques à différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle de la ville, donc macroscopique, à une échelle plus mésoscopique, du coup peut-être à l'échelle de différents quartiers et également à une échelle microscopique en soi, donc à l'échelle d'un parc. Et enfin, on aurait besoin également de données sociodémographiques, donc la densité de population à fine échelle. Pour cela, on avait pensé utiliser l'outil MOCube. Des données socio-économiques qui sont accessibles sur le site de l'INSEE. Et enfin, des données de mouvement de la population humaine qui seraient estimées. Et donc, en conclusion, la végétalisation urbaine est un outil qui est nécessaire donc, à l'amélioration de la durabilité des villes. Il y a des liens entre la végétalisation urbaine et le risque vectoriel qui n'est pas évident. On a besoin de données probantes qui permettront d'éclairer notamment les décideurs en charge de la végétalisation des villes. C'est une approche exploratoire du coup, qui va être centrée sur les vecteurs. Et donc on a besoin de constituer un SIG qui permettra de croiser l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation de l'impact de la végétalisation urbaine sur les vecteurs. Et donc on est preneur de tout conseil et on est présent pour une discussion éventuelle par rapport à ces données. Voilà, je suis pile dans les temps.